Voilà, désolé pour ce désagrément. Donc, je vais vous présenter les résultats d'un système d'information ou bien d'un projet réalisé entre le ministère de la Santé avec le laboratoire Novo Nordisk. À la fin de compte, ce système-là, il fallait faire un système puisqu'il y avait maintenant une charge très importante pour le diabète. On sait très bien maintenant la prévalence. Et cette prévalence qui augmente, elle est exponentielle, elle est qualifiée exponentielle. Exponentielle, ça signifie que si on va prendre l'équation, ce sera le nombre de diabétiques, ce sera x exponentielle a. Ce n'est plus comme, c'est à peu près, elle est proche comme la vague de la Covid. C'est ça, c'est la signification de ce terme exponentiel. Donc, le diabète est un problème majeur de santé publique et en nette de progression. On sait très bien que la dernière étude faite par l'OMS a estimé cette prévalence à 14,4. Cette prévalence augmentait de manière exponentielle. Donc, il fallait penser donc à estimer ou bien évaluer la qualité de prise en charge de ces diabétiques-là. Donc, la qualité de prise en charge du diabète donc, constitue, à fin de compte, un défi pour les services de santé. Les procédures de l'évaluation et de l'amélioration de cette prise en charge s'inscrivent bien sûr dans la priorité tracée par notre ministère de la Santé, d'où en 2013, il y avait la création d'un système national de collecte d'informations relatives au diabète. Donc, il y avait la naissance d'un projet qui est dans l'appellation, donc projet baromètre. Et ce slogan, changer le diabète, donc en partenariat, donc c'était le ministère de la Santé avec les laboratoires Novo Nordisk, bien sûr dans ses activités de responsabilité sociale. Donc, l'objectif de ce programme-là, de ce projet-là, était donc d'évaluer la qualité de la prise en charge des diabétiques à travers des mesures, des indicateurs. Donc, il fallait estimer ou bien qualifier la prise en charge à travers l'estimation des indicateurs standardisés. Donc, afin, bien sûr, c'est des indicateurs de performance afin de dire soit notre prise en charge est de qualité ou non. Donc, il faut savoir maintenant qu'à travers ces centres baromètres, nous avons 30 centres baromètres éparpillés à travers le territoire national et qui prennent en charge à peu près 24 000 patients diabétiques. Voilà, l'objectif de ce travail-là donc, était d'évaluer la qualité de la prise en charge du diabète au niveau de la wilaya d'Alger. Donc, sachant qu'au niveau de la wilaya d'Alger, il y a 4 centres baromètres. Donc, en mesurant des indicateurs de performance standardisés, tels que définis par les recommandations de la Fédération internationale du diabète. Donc, comme critère d'inclusion, il faut savoir que dans ce baromètre-là, tout diabétique ayant un âge au-delà de 18 ans, quel que soit le type de diabète, soit type 1 ou type 2, avec ou sans complications, tout patient suivi en consultation externe chez le même médecin depuis au moins une année, a bien sûr que ce malade-là doit signer un consentement éclairé pour qu'il puisse être introduit dans cette étude-là et être suivi dans ces 4 centres baromètres. Et donc, parmi les objectifs aussi, il y avait que chaque médecin doit prendre en charge au moins 80 patients par malade. Bien sûr, il faut savoir aussi qu'il y avait 3 vagues. Donc, dans chaque vague, chaque médecin doit prendre en charge 80 malades diabétiques. Donc, et actuellement, nous avons à peu près 30 centres baromètres éparpillés à travers le territoire national. En matière d'analyse des données, donc, on va, à travers cette étude-là, estimer les caractéristiques générales, estimer aussi l'hémoglobine glyquée et les fréquences de déséquilibre, estimer aussi ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique chez ces malades-là, estimer les fréquences relatives. Donc, pour mesurer ces indicateurs, donc, on va estimer des fréquences relatives et afin de
qualifier cette prise en charge. Donc, les indicateurs baromètres sont au nombre de 25. Donc, on ne va pas évaluer tous les indicateurs, mais on va limiter à quelques indicateurs qui nous semblent très intéressants, qui ont un impact très important en matière de qualité de prise en charge. Voilà. C'était intéressant aussi de présenter des résultats. Il y avait un article qui a été publié concernant le baromètre en Algérie. C'est une enquête nationale sur la prise en charge des personnes diabétiques. Cet article-là a été publié en 2018 par l'équipe du professeur Belhadj et a mis en évidence deux paramètres qui nous semblent très intéressants. Le premier paramètre, c'était le bêta-1C moyen. Donc le bêta-1C moyen estimé était à 7,7 et il a mis en évidence aussi le taux d'hémoglobine glyquée au-delà de 9%. Donc 20% de nos malades avaient une hémoglobine glyquée au-delà de 20%. Et ces malades-là ne sont pas mis sous insuline, donc ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique. Sachant que la définition de l'inertie, donc c'est une réticence ou l'insuccès à modifier ou à intensifier le traitement choisi lorsque, bien sûr, l'objectif ciblé n'est pas atteint. Donc, pour notre travail, pour notre étude, donc, nous avons 12 815 patients suivis au niveau de ces 4 centres baromètres. Donc, 93,4 c'est des diabétiques de type 2, 5,6 c'est des diabétiques type 1. Donc, l'homme a présenté 41,6%, la femme a présenté 58,4%, soit un sexe ratio de 0,71. Cela signifiait que pour 710 malades diabétiques de sexe masculin, nous avons donc 1000 malades de sexe féminin. Donc, si on voit la pyramide d'âge de ces malades suivis dans nos 4 centres, donc on voit très bien que la tranche d'âge la plus élevée, donc celle qui a l'effectif le plus élevé, donc c'est la classe 59-69, c'est la classe modale. Donc, mais par contre, si on va estimer la médiane, on voit que 50% de notre population était âgée de 65 ans chez l'homme. Par contre, elle est de 63 ans chez la femme. Donc, si on va prendre la répartition de ce diabétique par tranche d'âge, on voit très bien que toujours la classe modale, certes, c'est 59 et 69 ans, mais aussi la classe au-delà de 69 ans était une classe avec un effectif très important. Donc, maintenant, pour le type de diabète, on voit très bien que pour le diabète type 1, donc, chez la femme, donc, était donc 95%, et chez l'homme, était de 95,1%. Par contre, si on va à l'IMC, donc l'IMC en fonction selon le sexe, on voit très bien que la classe d'IMC entre 25 et 30 ans, donc ce qu'on appelle le surpoids, était la classe la plus importante, avec un effectif très important, donc 40,7%. Ça, c'est chez l'homme. Par contre, c'est la même chose. C'était similaire pour la femme avec 39,0%. Cela n'empêche pas de dire qu'effectivement, il y a aussi l'obésité était aussi importante puisqu'elle représente 33,3% chez l'homme et 35,3% chez la femme. Maintenant, si on va évaluer le premier indicateur de performance, donc, c'est le nombre de patients ayant un taux d'hémoglobine inférieur ou égal à 7%. On voit très bien que chez la femme, il y avait 35,6% avec un taux d'hémoglobine inférieur ou égal à 7%. Et chez l'homme, donc, il y avait donc 34,4%. Donc, cette hémoglobine, donc 37,6% chez la femme, mais en opposant, il y avait 64,4%. Chez la femme avec un taux d'hémoglobine au-delà de 7% et 65,6% avec un taux d'hémoglobine au-delà de 7% chez l'homme. Donc, la fin de compte, l'hémoglobine glyquée au-delà de ce 7% a représenté 64,6%, donc plus de la moitié.
Donc, si on va prendre maintenant le deuxième indicateur, donc si le patient a un taux d'hémoglobine glyquée au-delà de 9%, dans les 4 centres, bien sûr, d'Alger, donc il y avait 11,20% avec une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 9%. Donc, si on va reprendre le nombre de patients selon le sexe, bien sûr en tenant compte le paramètre hémoglobine glyquée supérieur ou égal à 9%, donc chez la femme, donc, il y avait 11,7% avec une hémoglobine glyquée au-delà de 11,7%, et chez l'homme, il y avait donc 11,9%. Maintenant, si on prend que ce paramètre hémoglobine glyquée au-delà de 9%, donc il y avait parmi cette population, il y avait 33,3%, c'est des diabétiques avec une hémoglobine glyquée au-delà de 9%, mais qui ne sont pas mis sous insuline. C'est la même chose chez l'homme, chez la femme, et chez la femme. Donc, par contre, donc 33,3%, quel que soit le sexe, et la population moins de 9%, donc il y avait 37,4% parmi la population dont l'hémoglobine glyquée est inférieure à 9%. Donc, si on va reprendre le bêta-insuline, la répartition du taux d'hémoglobine glyquée, mais en fonction de l'âge, donc on va prendre les classes d'âge, on voit très bien que la population 59 ans, 69 ans, et au-delà de 69 ans, ont un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7 le plus élevé, donc elle représente 35,9% et 21,1%. Donc, la même chose, si on va reprendre maintenant ce déséquilibre, donc le taux d'hémoglobine glyquée au-delà de 9%, en tenant compte les tranches d'âge, donc on voit très bien effectivement que si cette tranche d'âge toujours, donc, qui représente un poids le plus élevé, donc elle avait un taux d'hémoglobine glyquée, donc chez la femme, donc il était à 40,7%, et chez l'homme, elle avait donc 38,1%. Un autre paramètre qu'on doit l'étudier pour qualifier la prise en charge, c'est les chiffres tensionnaires. Donc, si on va prendre le pourcentage du taux, des patients ont une pression artérielle moins de 13 et 8, donc on voit très bien que la moyenne donc, était 126 plus ou moins 19 pour la pression artérielle systolique. Pour la pression artérielle systolique, donc, elle était de 74 plus ou moins 21, mais la médiane, il était 120, donc cela signifie que 50% de cette population avait un chiffre tensionnel au-delà de 120. Par contre, 50% pour la pression artérielle systolique, par contre, 50% ayant un chiffre tensionnaire au-delà de 70 pour la pression artérielle diastolique. Si on va prendre maintenant le taux des patients avec une pression artérielle au-delà de 140, 190 et non traités par l'insuline, on voit très bien pour les deux pressions artérielles systoliques avec la pression artérielle diastolique, le premier donc au-delà de 140 et le deuxième au-delà de 90, on trouve 3,72 pour l'homme et 4,6 pour la femme. Maintenant, si on va scinder la donnée, donc on va prendre que la pression artérielle systolique. Il y avait plus de 19% chez l'homme ayant ce chiffre-là au-delà de 14, mais non traité par un traitement. En opposant, donc, la femme a représenté 17,73%. Cependant, la pression artérielle systolique au-delà de 19, il y avait 4,7% chez l'homme et 5,18% chez la femme. Si on reprend donc la même chose dans les biologiques, on voit très bien que le cholestérol, donc la moyenne de la cholestérol était donc de 1,67 plus ou moins 0,4. Les normes, selon les définitions, donc il y a plusieurs définitions, donc c'est inférieur à 75 grammes litres. Pour le LDL, donc la moyenne était de 0,99 plus ou moins 0,34. Le HDL donc, était donc 0,44 plus ou moins 0,8 et 0,44 plus ou moins 0,17. La triglycéride donc, était 1,23
plus ou moins 65, sachant pour ces données-là, on a repris à chaque fois la médiane, puisque la fin de compte, il y avait à chaque fois des valeurs extrêmes. Et on sait très bien que la moyenne, généralement, est affectée par des valeurs extrêmes. Donc, il faut mieux prendre la médiane. Donc, si on prend un autre indicateur de performance, c'est le taux de cholestérol LDL. Donc, lorsqu'il était inférieur à 80 mg, et le LDL, lorsqu'il était supérieur à 115, et on voit très bien que 31% de nos malades donc, avaient un LDL donc, inférieur à 80 mg litre, et 36,6% avaient un LDL moins de 80 et 31% avaient un LDL au-delà de 115. Maintenant, si on prend un autre paramètre qui est le nombre de patients ayant présenté des épisodes d'hypoglycémie, donc pour les malades suivis dans nos quatre centres, donc il y avait au moins 16,8% des diabétiques ont fait au moins une hypoglycémie. Donc, par contre, les autres, plus de 83,20% n'ont pas fait cet épisode. Donc, discussion et conclusion. Donc, il faut savoir que l'évaluation de la qualité de la prise en charge au moyen d'indicateurs de performance à travers d'un système d'information constitue un élément clé pour améliorer la gestion des diabétiques. Donc, c'est important de mettre en place un système d'information. On ne peut pas qualifier la prise en charge sans avoir les données. On ne peut pas qualifier la prise en charge sans avoir des indicateurs de performance. Donc, à travers ce travail-là, nous avons donc, suivi 12 218 diabétiques. Donc, l'homme a représenté 39,7%, la femme a représenté 61,3%. Il faut savoir que 64,6% des cas avaient un β1c supérieur à 7%, 11,2% avaient un hémoglobine glyquée au-delà de 9%, dont 67% traités par insuline et 33% non pas traités par insuline. Il faut savoir aussi qu'il y a un facteur de risque très important qui ne cesse d'augmenter d'année en année, c'est l'obésité. Donc l'obésité a représenté 35,3% chez la femme et 33,3% chez l'homme. Il faut savoir aussi que la fréquence de déséquilibre, le β1c au-delà de 9%, était plus marquée chez les patients âgés entre 50 et 59 ans et plus de 69 ans. Il faut savoir aussi que 31% avaient un taux d'LDL au-delà de 118 non traité et l'hypoglycémie a représenté 16,8%, bien sûr chez les deux sexes. Comme conclusion, il faut savoir que l'analyse des données du suivi de projet baromètre nous a permis en premier lieu d'évaluer certains indicateurs. Donc on n'a pris que quelques indicateurs qui nous semblent ayant plus d'impact pour qualifier la prise en charge. Cela n'empêche pas que d'autres études vont prendre tous les autres indicateurs pour qualifier la prise en charge. La prochaine étape portera sur l'évaluation de tous les indicateurs et l'identification des facteurs influençant cette qualité de prise en charge. Cependant, ça c'est très important, il faut donner l'importance à l'information. Donc, le projet baromètre est un système d'information qui mérite une attention particulière puisqu'on peut estimer des taux, mais aussi on peut faire ce qu'on appelle identifier les facteurs de risque ou les facteurs qui pourraient influencer la qualité de la prise en charge à travers un autre travail. Et donc, il est important de documenter l'information de façon correcte à travers ce système-là. Donc, notamment en matière de la collecte des données et la saisie des données. Enfin, le diabète et sa prise en charge ont un impact important pour le patient, pour le système de santé, par rapport à cette prévalence, puisqu'elle est qualifiée comme une prévalence ou bien elle dessine une tendance exponentielle.
Donc, il est important donc, d'adopter et maintenir les habitudes de vie saines, entrer dans un suivi médical régulier, adapter les traitements et savoir gérer les risques du diabète et de son traitement, et à la fin constituer la conduite requise pour assurer une qualité de soins. Et je vous remercie. Voilà pour votre communication. Donc, on arrive donc à la fin de cette séance.